Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce lundi matin, lundi de rentrée pour Bretagne 5, tout d'abord, tous mes bons voeux à toutes et à tous qui nous êtes fidèles tous les jours à l'écoute de la matinale. Eh bien, en ce lundi de rentrée, on va parler de politique avec notre invité politique, précisément Simon Guillaumard. Il est conseiller fédéral EELV, Europe Écologie Les Verts, pour bien expliquer l'acronyme en Bretagne. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir et puis bonne année, meilleurs vœux à tous vos auditeurs. Eh bien, le message est passé. Et puis, on va parler des réseaux sociaux ce matin pour commencer. Des réseaux sociaux et de la Bretagne. On entend beaucoup parler des réseaux sociaux qui bruissent et qui parfois sont porteurs d'idées pas toujours, allez, on va dire très républicaines. Et ce matin, eh bien, on voit en regardant les réseaux sociaux qu'il y a un déchaînement de colère, de haine, parfois même de racisme, il faut bien le dire, à la lecture de la une du Peuple Breton, le magazine Le Peuple Breton, qui fête d'ailleurs ses 60 ans, il faut le dire, qui met en couverture un petit garçon métis qui porte un drapeau breton avec également un costume breton, et ça a déchaîné les colères. Je voulais vous entendre là-dessus ce matin, Simon Guillaumard. J'imagine que ça appellera des commentaires de votre part. Oui, tout à fait. Alors déjà, souhaiter un joyeux anniversaire et les 60 ans du magazine Le Peuple Breton. Moi, je vous avoue, j'ai été très choqué, je pense comme de nombreux Bretons, qui nous écoutent aujourd'hui, ce matin, et qui ont peut-être eu connaissance de ce déversoir de haine auquel on a assisté sur les réseaux sociaux. J'ai pour habitude de dire que les seuls qui ne sont pas accueillis et admis en Bretagne, ce sont les fascistes et les racistes. Et je pense que EELV soutient, bien sûr, et je le dis aujourd'hui, le magazine Le Peuple Breton, qui subit ces attaques vraiment ignobles, et qui sont même plus que pas républicaines. Je pense qu'elles sont clairement racistes, et il n'y a que des arguments racistes qui peuvent justifier un tel déversement de haine, d'ailleurs bien souvent de gens qui ne sont pas bretons, et je pense que ça il faut aussi le dire, malgré la montée de l'extrême droite en Bretagne. On assiste à des événements de plus en plus inquiétants. La Bretagne n'est toujours pas raciste, n'est toujours pas fasciste, et n'est pas près de le devenir. La Bretagne, je pense qu'il faut le dire, c'est une terre d'accueil, c'est une terre qui est ouverte sur le monde, qui est humaniste, c'est une terre parfois de lutte, mais qui, je pense, jamais ne doit tomber dans le racisme crasse, et je pense que c'est inquiétant dans le contexte actuel. On le voit depuis quelques années maintenant. Il y a une montée de la haine, des discriminations, et je pense que c'est aussi la politique doit se saisir de ça, évidemment, et on peut pas laisser passer des choses comme ça. Voilà. Alors sur les réseaux, je le disais, les commentaires sont très rudes. Font parfois effectivement montre d'idées racistes. Est-ce que selon vous, c'est aussi le contexte actuel? On a cette loi immigration qui est toujours en suspens, puisque là le Conseil d'État doit se prononcer, le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Est-ce que c'est ce contexte, et puis peut-être parfois le contexte d'insécurité, il existe, il ne faut pas le nier. Est-ce que tout ça rentre en ligne de compte et fait aussi qu'on assiste à ce genre de déferlement de haine et de colère, de violence? Alors oui, après je pense qu'il faut différencier tous les sujets, les différents sujets, mais effectivement, comme je l'ai dit, il y a un contexte aujourd'hui de montée de discrimination, de montée de la haine. Moi je pense que justement, là ici on est en Bretagne, et je pense qu'il faut vraiment dire que la loi qui est promue justement par le gouvernement, qui en fait est une alliance avec le Rassemblement national sur le fond, et voilà, alors certains disent le macronisme étant le pénisme, mais je pense qu'il y a une partie de vrai là-dedans, c'est-à-dire que on verse vraiment, justement, dans un contexte de montée de la haine et des tensions. Je pense que c'est plus qu'une erreur politique. C'est véritablement une faillite face, justement, à la montée des discriminations. Et on assiste là à quelque chose de très dangereux. Alors effectivement, sur le fond, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel, visiblement, et même au dire de certains macronistes et du gouvernement, la loi est largement anticonstitutionnelle. Mais il faut quand même rappeler qu'on est en train de conditionnaliser l'hébergement d'urgence, on est en train de prévoir une réforme de l'aide médicale d'État. Donc voilà, on est en train même sur des mesures d'urgence qui sont finalement le simple fait d'assurer la dignité des Français. On est en train de revenir dessus. Voilà, c'est les Français, les étrangers, les gens qui viennent sur notre territoire. Finalement, assurer la dignité de ces gens-là, je pense que c'est une promesse républicaine. Il y a plus de 200 ans d'histoire derrière ça, et on peut pas bafouer ça. Et effectivement, il y a certainement un lien. Moi, j'ai beaucoup aimé, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais le député Paul Molac à l'Assemblée, qui a fait un parallèle
entre le système d'assimilation et d'intégration. Et je crois qu'on est au cœur de ce sujet-là. On est au cœur de ce sujet. Et nous, quand on nous parle d'assimilation en Bretagne, ça nous rappelle des mauvaises choses. Ma grand-mère, elle n'avait pas le droit de parler le breton à l'école. Et on lui a interdit. Et je pense qu'on est au cœur de ça. Est-ce qu'on veut un modèle d'assimilation qui, en tout cas, ce qui est proposé là aujourd'hui, c'est un écrasement de la diversité, ou est-ce qu'on veut une France cosmopolite, une France de la diversité? Voilà, moi je suis fier d'être breton et j'ai pas envie qu'on me réduise à une histoire, à quelque chose qui parfois est instrumentalisé à des fins racistes. Voilà, et je finis aussi sur un élément, c'est la question de la préférence nationale. Parce que je pense que là on touche à quelque chose de très important. Et moi je me rappelle, comme peut-être certains entre vous ici, c'est qu'en 2023, c'était l'entrée en Panthéon de Missak et Milunier Manouchian. Et on a consacré finalement une idée qui était celle de dire que en fait, ces héros, qui n'étaient pas français, ont protégé la France, ont défendu la France et ses valeurs pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a ce poème d'Aragon, Strophe pour se souvenir, où il dit « Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et les morts le matin en étaient différents. Voilà, ça c'est mon idée de la France. Alors, idée de la France, idée de la Bretagne, contexte difficile, avec aussi cette peur du communautarisme aujourd'hui. Est-ce que, alors, pour faire simple, est-ce que cette loi immigration, elle avait lieu d'être? Et si elle avait lieu d'être, est-ce qu'il fallait l'écrire différemment? Alors, je sais pas si cette loi immigration elle avait lieu d'être. Je pense que c'est un sujet quand même dans l'actualité et les gens se saisissent de ce sujet de l'immigration. Mais en fait, moi, ma question, c'est surtout celle, comme je l'ai dit, de l'instrumentalisation. On est quand même parti d'un texte où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous dit « On va être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils », pour reprendre ces termes. À la fin, on accouche de quoi? On accouche d'un texte qui revient sur les allocations familiales à des gens qui ont des enfants nés en France, etc., qui travaillent en France, qui cotisent en France. Enfin, en fait, je pense que sur ce sujet de l'immigration, et c'est lié en fait, comme vous l'avez pointé très justement, au contexte. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on ne peut pas avoir un débat serein sur ce sujet. Et il a été proposé par de nombreuses personnes, et notamment par les écologistes, potentiellement, pourquoi pas, de faire une convention citoyenne, certains écologistes l'ont dit, une convention citoyenne autour de l'immigration. Pourquoi pas? Mais je pense qu'aujourd'hui, la volonté d'instrumentaliser l'immigration fait que, dans l'état actuel des choses, faire une loi immigration, et notamment avec moi, ce que j'appelle des bassesses politiciennes, où on revient sur l'humanisme et les valeurs républicaines qui sont les nôtres, mais je pense que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors, une loi immigration, on en saura un petit peu plus dans quelques semaines lorsque le Conseil constitutionnel aura rendu son avis ou ses avis, mais aussi un contexte social particulier aujourd'hui. On voit, vous le pointiez justement, le Rassemblement national qui progresse ici en Bretagne. Alors, c'est pas une terre spécialement où le Rassemblement national progressait jusqu'alors. C'est lié aussi, dit-on, à un contexte social, contexte d'inflation, contexte de gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal aussi à trouver des services publics en campagne en particulier. Est-ce que là aussi, il faut s'emparer du sujet rapidement et essayer de, j'allais presque dire, rectifier le tir? Alors, rectifier le tir, je sais pas, parce qu'on n'est pas, les écologistes, ça ne vous aura pas échappé, on n'est pas aux responsabilités, on n'est pas au gouvernement à l'heure actuelle, mais évidemment, pour le gouvernement et pour les gens qui sont responsables aujourd'hui, c'est une urgence en fait. Et aujourd'hui, on a des gens qui se privent. Moi, je vais vous parler ici, moi je suis jeune, je vais vous parler quand même des étudiants et de l'inflation particulièrement chez les jeunes. Voilà, il y a quand même plus de la moitié des jeunes qui disent se priver en raison de problèmes liés au prix. L'inflation est un vrai sujet, les prix qui remonte bien sûr, et puis on a vu surtout qu'il y a sur 2 ans, si on fait sur l'inflation glissante sur 2 ans, sur les produits de consommation alimentaire, on est au-delà des 25%, on est au 30%. Donc c'est évident que en gros, c'est quoi? Les gens, ils vont réduire d'un tiers leur caddie. C'est pas possible. On peut pas laisser les gens se priver dans leur assiette. Et nous, chez les Verts, on a toujours été assez clair là-dessus, je pense. C'est qu'on ne réduit pas ce sujet-là au pouvoir d'achat. On ne réduit pas ce sujet-là à la consommation. On parle de dignité. Et donc, nous avons ce mot qui n'est pas de pouvoir d'achat, mais qui est de pouvoir de vivre. Parce que ce qu'il faut, je pense, aux Français, c'est de pouvoir vivre. C'est-à-dire pas juste subvenir à ses besoins primaires, essentiels. C'est de pouvoir acheter des produits de qualité. Et en fait, réellement de pouvoir se nourrir sainement. Je pense qu'on avait proposé un chèque alimentaire pendant avec le programme de Jadot au présidentiel, et je pense que ce sujet-là, il est vraiment essentiel, la sécurité sociale alimentaire. Comment on fait pour protéger les Français? Et là, je parle d'inflation. Alors évidemment, il y a les sujets d'énergie, mais moi, je parle d'alimentation en premier lieu, parce que on l'a vu récemment avec le sujet des restos du cœur, les files d'attente. C'est vraiment essentiel
que tout le monde ait de quoi manger dans son assiette. Et là, je vois que réellement le gouvernement n'est pas du tout au courant des réalités. On nous parle par exemple pour les jeunes du SNU. Voilà, donc en fait l'idée c'est de quoi ? D'envoyer des jeunes pendant 2 semaines, en gros d'en faire une simili-colonie de vacances militarisée, nouvelle version. Mais en fait le coût de tout ça c'est autour des 2 milliards d'euros. Et avec ces 2 milliards d'euros, en fait on pourrait faire en sorte que les jeunes puissent avoir à manger dans leur assiette. Et donc moi j'en appelle à la responsabilité du gouvernement, avant de vouloir militariser la jeunesse, je pense qu'il faut d'abord que tous les jeunes aient à manger dans leur assiette. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit, et vous avez parlé des services publics, voilà, on peut parler de la ruralité, on peut parler de tout ce qui se passe. Je pense que tout ça est lié, en fait. Aujourd'hui, les Français vivent une forme de déclassement. Certains Français, et voilà, on parlait de la montée du RN, mais c'est évident que c'est lié en fait, finalement, à cette déperdition des services publics. Il y a une forme, je crois, d'abandon, et aujourd'hui, il faut l'entendre. Et ça fait longtemps maintenant qu'on le dit. Les Gilets jaunes, c'était déjà en 2018. On a eu d'autres mouvements sociaux. Voilà, le mouvement social est fort dans notre pays et il faut l'écouter. Et il faut dire à un moment donné que la Légion d'honneur à Bernard Arnault, c'est peut-être pas la priorité. La priorité, c'est que tous les Français aient à manger dans leur assiette. Voilà, Bernard Arnault qui a fait un don néanmoins au Resto du Cœur. Hein. Oui, et l'État a abandonné les poursuites fiscales, en tout cas pour potentielle évasion ou potentielle fraude fiscale qu'il avait à l'encontre de Bernard Arnault, et il lui a remis la Légion d'honneur. Je pense que là, tout un symbole, et voilà, chacun en tirera les conséquences. Alors l'inflation, le coût de la vie, on parlait aussi de l'énergie, on va en dire un petit mot de l'énergie tout à l'heure, et puis la question du logement, hein, vous en avez dit un mot, question prégnante ici en Bretagne, les Bretons ont du mal à rester au pays et à se loger au pays. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce sujet-là, je pense, qui commence... voilà, c'est pareil, encore une fois, c'est un sujet... Alors, ça commence à faire beaucoup de bruit, mais on en parle depuis assez longtemps, en réalité. Et les Bretons sont conscients qu'il y a un vrai problème. Les résidences secondaires en Bretagne, c'est x3 en 40 ans. Et aujourd'hui, on se pose vraiment la question, et au-delà juste des résidences secondaires, du prix de l'immobilier, de l'augmentation du prix de l'immobilier. Je pense que ce sujet-là, il faut vraiment le regarder de très très près parce que c'est urgent. On a des gens des jeunes notamment, qui ne peuvent plus s'installer dans le village dans lequel ils sont nés. Et ça, c'est une honte. Il y a des solutions. Par exemple, dans le 22, je sais que voilà, la majorité a mis en place un office foncier solidaire et qu'il y a une idée de développer avec du foncier public. Moi, je pense que là, c'est encore une fois pareil. Je pense qu'il ne faut pas être que dans la contestation. Il faut être dans la proposition de solution. Parce que c'est normal que les gens contestent, c'est normal que les gens soient en colère, parce que c'est inadmissible. Mais ce qu'il faut maintenant, je pense, c'est être dans les solutions. Et il faut que les dirigeants apportent des solutions. Donc on sait qu'il y a plusieurs pistes sur la table. J'ai parlé de l'office foncier solidaire, mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, notamment, alors on a parlé d'un statut de résident, mais je pense aussi qu'il y a une question de la régulation, je l'ai dit, des maisons de vacances, des maisons secondaires. Mais voilà, il faut regarder le sujet très précisément. Il y a des taxes qui ont été mises en place des taxes, mais c'est par très des municipalités. Exactement, mais je pense que c'est un sujet où il faut regarder. Après, ça dépend peut-être aussi des localités. Je suis pas sûr qu'on ait exactement le même problème dans la même forme sur le littoral que en ruralité. Mais il y a vraiment quelque chose d'important parce que, par exemple, je souligne un fait qui va peut-être interroger certains, mais 40% des résidences secondaires en Bretagne sont possédées par des Bretons. Voilà, donc interrogeons-nous sur qu'est-ce que c'est que la Bretagne aujourd'hui et comment on fait pour avoir un accès au logement accessible, abordable. Alors si c'est du foncier à long terme, si c'est des bails amphithéotiques, je ne sais pas exactement. Voilà, je pense que ça dépend réellement qu'il faut se poser. Encore une fois, pourquoi pas des assises du logement en Bretagne ? Mais il faut qu'on pose ce sujet-là sur la table et ça devient urgent. Il faut consulter les Bretons. On parle beaucoup de référendum. Alors tout à l'heure, on parlait de la loi immigration. Il y a des gens qui ont émis, en tout cas des personnels politiques qui ont émis l'idée d'un référendum. Est-ce qu'il faut le faire pour le logement ? Une forme de référendum en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Bretons restent au pays et pour qu'on puisse peut-être légiférer là-dessus, pourquoi pas ? Oui, alors moi je suis pas contre, je suis jamais contre l'idée de démocratie plus participative, etc. Je sais pas si dans le sujet actuel le référendum est le meilleur outil, mais je pense en tout cas que consulter la population et faire poser les gens, les acteurs autour de la table et proposer des solutions, c'est urgent. Et je pense que des fois on n'a pas besoin de référendum je pense qu'on a besoin de prendre des mesures et notamment on a parlé d'inflation. On parle maintenant du logement. Je pense qu'en fait, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est une forme d'urgence, en réalité. Une forme d'urgence parce que le malheur est grand, en fait, dans le pays, et la souffrance, elle est assez grande, et notamment en Bretagne. C'est aujourd'hui, concrètement, tout de suite, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui ne peuvent plus se loger et qui n'ont pas de logement. Et je pense que là, on a un continuum, en fait. On a un continuum de mesures politiques qui doivent être prises.
Alors, sur ce continuum de mesures politiques, on s'aperçoit aussi que... Alors, on dit souvent les politiques sont hors sol. Hein, ça, c'est ce qu'on entend beaucoup sur les chaînes d'infos continues aujourd'hui. Bon, néanmoins, on s'aperçoit souvent qu'entre la décision et la réalisation de la décision, bien, parfois, il se passe beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a l'impression que les Français, les Bretons, n'ont plus envie d'attendre. Alors voilà, alors, effectivement, là, vous pointez, je pense, un sujet très important. Et moi, je vais faire le lien avec la question, je pense, de l'engagement politique. Parce qu'au fond, c'est la question, en fait. C'est à quel moment nos politiques publiques, les politiques publiques en général, touchent directement les gens. Et je pense que derrière ça, il y a une question d'engagement politique. Des dirigeants, des gens qui sont actuellement en responsabilité en Bretagne et en France, et aussi de l'engagement de la population dans la démarche politique. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a du mal à concrétiser l'engagement politique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font remonter des choses aux décideurs politiques, et nous, dans les partis politiques aussi, on essaye, et je le dis, on est en pleine rentrée politique. Voilà, alors on a changé de nom, on s'appelle plus Europe Écologie Les Verts, mais les écologistes depuis très récemment. Voilà, j'ai gardé l'ancien acronyme. Oh, mais c'est pas, voilà, on sait de quoi on parle, et on est en train de préparer les européennes. Et voilà, les européennes qui vont arriver cette année. Mais en fait, le moment de cette rentrée politique-là, il est de dire quoi ? Il est de dire justement, c'est le moment de transformer l'essai et de répondre concrètement aux attentes des Français, et notamment dans la décision politique, parce que demain, il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc, on a des gens qui sont déjà aux responsabilités aujourd'hui. C'est d'interroger, c'est de dire, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les seules choses dont on nous parle, c'est réforme des retraites, c'est loi immigration, et en fait, on dit, on est en train de quoi ? De faire régresser les droits, même sur le chômage, etc., alors que les gens nous disent, mais en fait, nous, on n'arrive pas, on a du mal à se nourrir, on a du mal à se loger, et on a du mal à payer nos factures de fin de mois. Bah, écoutez, tant qu'on n'aura pas répondu à ces interrogations-là, qui sont plus que des interrogations, qui sont en fait des demandes de survie, parfois de survie de certains Français, tant qu'on n'aura pas répondu à cette problématique de l'inflation, mais comment veut-on aller parler aux Français d'autres sujets ? Et moi, c'est là que je pointe une hypocrisie, c'est qu'on nous parle d'immigration, mais en fait, c'est comme un épouvantail pour cacher la misère. Et je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, on parle d'immigration et on nous fait croire, voilà, on nous dit, voilà, la peur de l'étranger, l'autre, etc. Mais enfin, qui croit réellement que c'est les étrangers qui font monter le prix de la facture d'énergie ? Perso, moi, j'y crois pas. Donc, je pense que si on veut être concret, si on veut être réaliste, il faut dire à nos politiques, il faut aller chercher l'argent là où il est, il faut s'intéresser à la fraude fiscale, et il faut arrêter d'aller matraquer les travailleurs et les travailleuses qui ont des droits. Et je pense qu'on doit plus respecter les travailleurs et les travailleuses et aller chercher l'argent là où il est et accompagner les Français et les Françaises. Avec aussi des questions d'aménagement du territoire. On parlait du logement et tout cet impact social. Il y a aussi les déplacements. Aujourd'hui, la jeune génération que vous représentez en politique, elle est sensible à ça. À la planète, évidemment, on parle d'écologie, mais aussi au déplacement, tout simplement pour aller travailler chaque jour ou pour se rendre au lycée ou à l'université. Et aujourd'hui, en Bretagne, il y a un réel effort qui est fait, mais voilà, ça reste encore un effort, il faut aller plus loin. Oui, alors bon, je sais que ça se fait pas trop, mais je vais révéler un peu un off de ce qu'on s'est dit avant en antenne. On parlait de la ligne Auray-Saint-Brieuc, la ligne de train. Et on en parlait parce que voilà, moi je prends beaucoup le train, j'essaye de développer à la maximum le ferroviaire. Le gouvernement a annoncé un prix pour les jeunes, notamment un billet 50 € pour le TER partout en France, un ticket illimité, un billet illimité par 50 € par mois. Je pense qu'il faut aller massivement sur ce sujet-là. Le transport, c'est essentiel. C'est une compétence qui est en partie régionale, qui peut être aussi celle des agglomérations, du département, mais surtout voilà, à l'échelle de la région. Je pense qu'il faut pousser fort en fait. Et il faut que, à l'échelle de chaque localité, les Bretons et les Bretonnes se saisissent du sujet du transport. Et je pense que dans les localités, il faut qu'on étudie réellement les plans de mobilité qui peuvent être mis en place, notamment en lien avec les entreprises, parce que finalement, le transport, c'est un sujet du quotidien, c'est ce qu'on appelle les mobilités pendulaires, c'est-à-dire en fait domicile-travail, quoi. Et ben, ce sujet du domicile-travail, aujourd'hui, on peut plus avoir des gens qui sont seuls dans leur voiture. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on propose aux Bretons en face de ça ? Parce que je suis désolé, enfin voilà, vos studios sont à Quessoy. Pour venir à Quessoy, moi je viens de Plérin. Pour faire Plérin-Quessoy, c'est difficile de faire autrement qu'en voiture. Donc ça pose un vrai sujet. C'est de dire, mais comment on fait pour avoir un schéma de territoire qui soit cohérent au niveau du transport, et surtout qu'on mette les moyens, mais réellement, qu'on mette le paquet. Parce que le gouvernement a une certaine tendance à annoncer des grandes mesures, on a parlé aussi de RER métropolitain, etc., enfin voilà, sur Rennes, etc. Quand il s'agit de mettre l'argent derrière, il y a moins de monde. Donc je pense que, et on laisse d'ailleurs des fois les collectivités territoriales toutes seules, et ça c'est pas possible. Donc il faut un grand plan, notamment moi je dis sur le ferroviaire, mais pas que.
Il faut augmenter la fréquence des bus, il faut regarder au niveau des horaires, même au niveau des trains, il faut regarder au niveau des horaires, parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, il faut prendre en considération tout ça, et voilà, il est temps de changer de braquet. Est-ce qu'une forme de décentralisation, on a beaucoup parlé de décentralisation à la fin de l'année passée, on a parlé d'autonomie aussi ici, alors j'ai interrogé plusieurs invités de la matinale sur l'autonomie. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour la région, l'autonomie, c'est-à-dire une forme de, de moins de centralisme et plus de décision locale? Bah écoutez, si par autonomie on entend une plus grande autonomie politique et une plus grande démocratie participative, notamment dans les collectivités et à l'échelle des communes, écoutez, moi je pense que je suis plutôt pour, et les Français je pense aussi, être plus consultés et faire plus partie de la décision politique. Après je crois encore une fois qu'il ne faut pas se tromper en fait dans le débat, et comme je l'ai dit précédemment sur les lois immigration, sur la réforme des retraites, etc. En fait je pense qu'aujourd'hui l'urgence et la priorité c'est d'activer dans les secteurs où les Français et les Françaises, et notamment les Bretons et les Bretonnes, attendent des réponses. Donc en fait on en a parlé au cours de cette interview, c'est-à-dire l'hébergement, la question de l'alimentation, de l'inflation, du transport. C'est là où on peut faire de l'écologie du quotidien, c'est là où on peut apporter des solutions en rénovant les bâtiments, en ayant des aides, en proposant aux gens des transports de qualité, fiables et à des prix abordables. Voilà, là on peut avoir vraiment des solutions, parce que finalement l'écologie c'est quoi ? C'est des solutions du quotidien, et nous on est là pour apporter des solutions aux gens. Et je pense vraiment que si aujourd'hui les auditeurs qui nous écoutent vivent des difficultés, etc. dans leur vie, je dis mais aujourd'hui nous, la politique, je parle de nous, mais voilà, j'englobe tous les responsables, les responsables, politiques, c'est vraiment d'apporter des solutions avec des services publics, avec réellement de nouvelles aides pour aider les gens au quotidien. Alors on va pas faire de jeunisme, mais pour les quelques minutes qui nous restent, les auditeurs qui vous écoutent ou qui vous voient sur le petit écran YouTube se sont aperçus que vous étiez un jeune engagé en politique. Depuis longtemps, vous m'avez confié que vous êtes engagé à 17 ans. Oui. Est-ce que cette nouvelle génération que vous représentez représente aussi l'espoir de faire revenir les électeurs, les électrices aux urnes? Parce que là, on a quand même aujourd'hui un désamour, si vous me permettez ce terme, entre les électrices et les électeurs et le personnel politique. Bah écoutez, je crois que c'est un sujet très très important. Moi récemment, j'ai fait partie d'une initiative qui s'appelait le Parlement des jeunes, dans laquelle on essaye de reposer la question des jeunes en politique et dans la société civile en général. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont engagés, contrairement à ce qu'on croit, simplement, et moi je suis le premier à le dire, les partis aujourd'hui font plus le travail, en réalité. Et je pense qu'il y a une vraie défiance envers les partis politiques et envers la classe politique en général. Et au vu de tout ce qu'on a dit précédemment au cours de cette interview, mais c'est compréhensible en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors oui, on va dire la gauche, le peuple de l'écologie, etc., très bien. Mais en fait, si on prend la France en général, il y a quand même un grand bloc contestataire aujourd'hui de ce qui se passe et du système politique dans lequel on est. Qui se tourne d'ailleurs vers l'extrême droite. Oui, aussi, ou qui s'abstient. Et n'oublions pas les abstentionnistes. Et on dit les jeunes, oui, mais parce qu'aujourd'hui les jeunes, ils voient l'avenir, ils voient la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, ils lisent ou ils entendent parler du GIEC, et ils se disent mais quel avenir pour nous en fait. Et donc aujourd'hui on a parlé de mesures concrètes, d'urgence, pour les Bretons, les Bretonnes, les Français, les Françaises, mais il y a aussi un enjeu, c'est de recréer du récit et de proposer un avenir concret. Parce que, en fait, je veux pas dire nous les jeunes, parce que je suis porte-parole de personne, mais je pense vraiment que ce qu'attend aujourd'hui la jeune génération, c'est non seulement de se saisir des sujets, qu'on lui donne la parole, mais aussi qu'on lui propose des vraies solutions pour l'avenir. Et ça, voilà, aujourd'hui, je pense que la politique est pas à la hauteur. Donc moi, à ma modeste échelle, j'essaye de contribuer un peu et de faire entendre ma voix, et pour ça je remercie vraiment mon parti, parce que c'est un espace assez démocratique et libre où on peut s'exprimer et où on écoute les jeunes, et ça c'est important. Et on les écoute aussi sur l'antenne de Bretagne 5 quand ils parlent de politique le matin. 3 minutes, me dit mon réalisateur, 3 minutes pour nous dire, est-ce qu'il faut tourner la page aujourd'hui? Est-ce que, j'allais presque reprendre un slogan de mai 68, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Écoutez, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a refondé aussi notre parti. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais enfin on a refondé notre parti pour qu'il s'appelle les écologistes et plus Europe Écologie Les Verts. Il y a une volonté, en tout cas pour notre parti politique, de dire stop à ce monde fou. Aujourd'hui on le voit, la guerre est partout, et je pense que cette nouvelle année, si on doit la placer sous un signe, je pense que c'est celui de la paix, et de dire aujourd'hui l'époque néolibérale qui a détruit
réellement, et j'en suis convaincu, et je pense qu'on est nombreux à le penser, depuis le tournant de la rigueur de 83, qui a détruit et les services publics, et l'État, qui a dérégulé l'économie. Aujourd'hui, on en paie les conséquences. Et je pense que notre nouvelle génération, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut adresser, c'est que le système politique ne peut plus être un système néolibéral qui crée de la misère, qui crée parfois du ressentiment, de la haine, et qui ne crée pas un monde pour demain. Et aujourd'hui, il nous faut réinventer un monde qui mette au centre le vivant, et ça je pense que c'est primordial, de dire que c'est le vivant qui prime, ça veut dire et la planète, et aussi les Français, les Françaises, les Bretons, les Bretonnes, et j'ai envie de dire les humains en général, de remettre de la dignité. Et je pense que ça c'est essentiel aujourd'hui, c'est de dire si on doit créer un monde politique de demain, c'est le monde du vivant, et c'est le monde de la dignité. Et je pense qu'aujourd'hui, en cette rentrée, c'est vraiment important qu'on ait à l'esprit de se dire, ok, pour demain, ce qu'on veut, c'est alors un monde meilleur, c'est facile à dire, mais surtout un monde qui ait tiré les conclusions et qui ait pris en compte les conséquences des erreurs réelles qui ont eu lieu depuis maintenant plus de 40 ans. Simon Guillaumard, conseiller fédéral Bretagne des écologistes. Voilà, j'ai rectifié la petite fiche des écologistes qui étaient avec nous en ce lundi matin pour parler politique et plus largement de la suite, de ce qui adviendra de ce monde. Voilà, on continuera à vous recevoir ici. Évidemment, c'était votre première radio sur Bretagne 5. Oui. Voilà, eh bien ça s'est très bien passé. Voilà. Merci de l'invitation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.